Profil perdu, Albert Kahn. Des bourses autour du monde, aux archives de la planète, par Claude Hulot et Anne Kobilac. Il avait des yeux qui pétillaient, des tout petits yeux, et de pas beau, vraiment pas beau. Et on sentait une intelligence extraordinaire, et j'avais compris quand même son idée d'universalité. Il trouvait qu'il fallait, il était messianique. Et il avait vraiment l'impression qu'il avait une mission sur Terre qui était de faire le rapprochement des peuples. Il invitait en même temps l'archevêque de Paris, le pasteur et le rabbin. Il invitait en même temps Briand et Chamberlain, et un Allemand. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait une de ses premières œuvres, si vous voulez, c'était les archives de la planète. Il a envoyé à ses frères, pendant des années, des journalistes et des photographes, et même les premiers films, pour filmer des choses qu'on ne reverrait plus après. Ce profil perdu s'était ouvert sur la vie singulière d'Albert Kahn, juif alsacien né en 1860 à Marmoutier, fils de marchand de bestiaux, devenu l'un des grands banquiers français dès la fin du XIXe siècle. Avec Jeanne Beausoleil, responsable de l'espace Albert Kahn, nous nous sommes promenés à Boulogne-Billancourt dans ses jardins français, anglais, japonais et cette forêt vosgienne qui tenait tant à cœur à Albert Kahn. Un espace aujourd'hui géré, restauré par le département des Hauts-de-Seine. Nous allons retrouver Jeanne Beausoleil et Alain Petit, contemporain d'Albert Kahn, qui se souvient de ce personnage énigmatique. Jeanne Beausoleil, à propos des fameux jardins. C'est un univers, c'est vraiment un abrégé du monde, là, reconstitué. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire tout de suite dans toute l'œuvre d'Albert Kahn, c'est qu'il y a une unité profonde de propos. En fait, Albert Kahn n'a voulu faire, je dirais, qu'une chose. C'est réunir tous ceux qui avaient envie de construire le monde, tous ceux qui en avaient la possibilité de par leur place, soit au niveau des responsables des tendances politiques, sociales, religieuses, économiques, politiques, les souverains, puisqu'il y a eu beaucoup de personnalités éminentes qui sont venues ici, les intellectuels de tous bords qu'il a fait se rencontrer. Ça a été ça, l'œuvre essentielle d'Albert Kahn, que les hommes puissent se rencontrer, qu'ils puissent se rencontrer avec tous leurs points de vue différents, et que ces points de vue différents, ils aient la possibilité de l'énoncer dans une atmosphère faite d'écoute, de calme, d'harmonie, pour arriver à dépasser peut-être leur propre jugement, pour arriver à construire quelque chose de nouveau. Bon, bien sûr, Albert Kahn n'a rien inventé. Il est tout à fait dans la mouvance des idées du siècle dernier, du début, qui conduiront ces idées à la construction de la Société des Nations. Mais je veux dire que, comme toute son œuvre, toute sa vie, il l'a consacrée à ce projet, on peut dire que c'est quand même là exceptionnel. Bon, donc ces jardins sont une preuve vivante de ce même désir. Qu'a-t-il fait? Il replace sur 3 hectares neufs des espaces, des jardins d'esprit totalement différents, comme une forêt vosgienne, un jardin japonais, anglais, français. Et il démontre de façon absolument extraordinaire que tous ces esprits de jardins différents vivent en une coexistence extrêmement harmonieuse. Vous passez de l'un à l'autre en découvrant l'autre pleinement. Chaque espace est absolument intègre, je dirais, il n'est pas défiguré par la proximité de l'autre, mais en même temps comme enrichi par la proximité de l'autre. Là, je trouve que c'est une réussite extraordinaire, un raccourci du monde extraordinaire.
sécurité. Tous les arbres venaient des Vosges, les rochers venaient des Vosges, les compris dans la forêt de Fontainebleau. On abattait les poteaux télégraphiques, les arbres étaient. Ils faisaient venir des arbres grands, ils apportaient. Et ce jardin, pour lui, ça jouait un rôle extraordinaire. Et il faut dire que ce jardin avait un cachet extraordinaire qui n'a plus. Parce qu'à ce moment-là, c'était des petites allées et on rencontrait très peu de monde. Enfin, il y avait juste le dimanche. Tandis que maintenant, c'est un jardin public, on a fait de grandes allées, c'est plus beaucoup le rapport. Marcel et Louis Fribourg, votre grand-oncle, j'imagine, Marcel. Moi, je m'en souviens bien. Peut-être plus que mon frère, qui est quand même plus jeune que moi. Moi, je me souviens que nous allions chez l'oncle Albert. Bon, c'était un peu un événement d'aller se promener dans les jardins. On le rencontrait ou on ne le rencontrait pas. Quand je le rencontrais, je le revois toujours avec tous ses chiens autour de lui. Toujours, il avait sa gouvernante, Madame Laurent, que je revois toujours, enfin que je revois, dont je vous imagine bien une petite dame qui nous recevait dans le salon, qui faisait face à l'endroit où il recevait le concert colonne, je sais. Et on avait un bon thé et on se promenait beaucoup. Je me rappelle d'avoir rencontré, en dehors de l'oncle Albert, c'était pour qu'il recevait il me montrait qu'il recevait des quantités de gens. Et le recteur appelle avec sa femme qui s'était cassé le bras. Bon, ça a frappé une petite fille que j'étais parce qu'elle avait le bras méchant. Je me le rappelle aussi, il y avait toujours un immense chapeau à la Léon Blum. Un par-dessus Jean Le Dain, une cravate qui ne devait pas faire très attention, sauf quand il avait la lavalière. Et son grand chapeau, je sais que papa nous racontait qu'il n'aimait pas les vêtements neufs, qu'il n'aimait pas être habillé. Et que pour que le chapeau, quand il était neuf, soit en état, il faisait le trajet Paris-Cap-Martin, assis sur son chapeau, en 1928-29, dans la voisin, ça devait mettre du temps quand même. Et le chapeau était mettable en la rive. Moi, j'aurais dit qu'il ressemblait à Poincaré, on n'avait pas... Il était petit, enfin petit, trapu, il n'était pas... Enfin, je vais dire en riant, je veux dire que c'était pas un monsieur qui s'habillait en Angleterre, hein, il était... Oh, ça lui était égal. La force fabuleuse aussi d'Albert Kahn, c'est de s'être mis au service de sa propre mission. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il n'a pas essayé de faire tout seul. Il a compris certainement très très vite que s'il ne mettait pas dans ses créations à chaque fois les personnalités les mieux formées pour que ces créations deviennent quelque chose de très fort et puissent surtout attirer les personnalités du monde entier, eh bien son œuvre risquerait d'être un échec. Et c'est ainsi qu'en mettant à la tête de ces archives de la planète, ce propos quand même absolument fabuleux, la cinématographie, la photographie stéréoscopique, le cinématographe surtout, là je le cite, voilà ce que je voudrais faire fonctionner en grand afin de fixer une fois pour toutes des aspects, des pratiques et des modes de l'activité humaine avant que les choses ne disparaissent. C'est absolument fabuleux. Et très très vite, il s'aperçoit qu'il ne peut pas laisser un tel projet simplement lié à quelques prises de vue que prendraient des opérateurs non formés. Donc il met dès 1912 à la tête de ces archives de la planète le géographe Jean Brune, qui à l'époque était l'un des géographes les plus en vue. C'était là aussi encore quelqu'un, il aurait pu prendre des géographes extrêmement célèbres, mais qui avaient une vue, je dirais, traditionnelle de la géographie. Pas du tout. Il met celui qui révolutionne la géographie en donnant une place prépondérante
à l'homme dans son environnement. Il fait la même chose, je pense, en créant ces bourses autour du monde. Dès 1898, donc vous voyez, en fait la création des bourses autour du monde est liée directement se crée en même temps que se créent les jardins. Donc ces jardins qui rassemblent le Japon, l'Angleterre, différents aspects de forêt, une forêt bleue de cèdres marocains, et bien en même temps, ces boursiers autour du monde, ces jeunes agrégés, auxquels Albert Kahn donne la possibilité de faire un voyage pour les hommes de 15 mois, pour les femmes un peu moins, mais déjà ce n'était pas mal à cette époque de penser à l'élément féminin. Et tous ces jeunes agrégés vont partir comme ça et faire un tour du monde et ça c'était la volonté d'Albert Kahn, pour essayer d'oublier tout ce qu'ils avaient acquis à l'université et pour essayer d'entrer en communication directe avec la pensée des autres. Histoire d'un boursier autour du monde, Alain Petit. J'ignorais absolument tout d'Albert Kahn, même son nom. Et un jour, j'ai lu un entrefilet dans les journaux en disant « Le prix Albert Kahn est donné pour la première fois depuis la guerre. Il est attribué à quelqu'un qui, par son activité ou par ses écrits, est susceptible de contribuer utilement à l'éducation nationale. » Un point, c'est tout. J'ai dit, bon, ben, c'est très bien. En quoi consiste le prix? Le prix, c'est un voyage autour du monde. J'ai dit, ça me va très bien. Alors j'ai demandé, mais qui décerne le prix? On m'a dit, c'est le conseil de l'université. J'étais au conseil de l'université, j'ai demandé quelles conditions il fallait remplir. On m'a dit qu'il fallait être ou docteur ou agrégé de l'université. Et ça comportait aussi bien le droit, la médecine et les lettres. Alors, il se trouvait que j'étais docteur en droit, j'avais été le plus jeune docteur en droit de France, j'ai été docteur en droit à 20 ans, thèse comprise. J'avais été diplômé des sciences politiques à 18 ans et je m'étais amusé à ramasser en passant des licences d'histoire et de sociologie. Alors je me suis dit, bon, je me donne quelques titres. Et j'ai déposé ma candidature. Là-dessus, il y avait un examen sur titre. Et alors évidemment, on m'a retenu. Et après, ils éliminaient, et ils ne gardaient que, je crois que je suis 8 ou 10 maximum, et qui comparaissions devant un jury. L'année où je me suis présenté, le jury était présidé évidemment par le recteur, M. Charletti. Il y avait le conseil de l'université au grand complet. On comparaissait seul devant cet aéropage et l'Institut était représenté par le président Raymond Poincaré, ancien président de la République, le maréchal Pétain qui était dans toute sa gloire, et Baron Séguier. Je me rappellerai toujours les questions qu'ils m'ont posées. Le recteur m'a dit, nous donnons ce prix pour la première fois depuis la guerre. Avant la guerre, on n'a jamais donné qu'à des professeurs. Comment pouvez-vous prétendre avoir ce prix? Car d'après les renseignements qu'on nous a donnés, vous ne vous destinez pas à l'enseignement. Je lui ai ressorti la belle phrase que je vous ai citée tout à l'heure. Quelqu'un qui, par son activité, par ses écrits, est susceptible de contribuer à l'éducation nationale. J'ai dit, un professeur contribue à l'éducation nationale. Mais il a 40 élèves dans sa classe qui peuvent en profiter, c'est beaucoup trop d'ailleurs. Et quelqu'un qui, justement, a des activités, qui peut faire des conférences, qui peut écrire, qui peut même avoir une action politique, il peut contribuer à l'éducation nationale. Voilà pourquoi j'ai osé me présenter. Maréchal Pétain, lui, m'a dit, monsieur, j'étais de loin, Benjamin, vous me paraissez bien jeune.
je vais pas lui dire, M. Maréchal, parce que c'est bien vieux. Je lui dis, bah, M. Maréchal, si par chance vous votiez pour moi, bien, puisque je suis plus jeune, si Dieu me prête vie, je suis celui qui en profiterait le plus longtemps et qui en fera profiter les autres. D'autre part, j'ai enchaîné, je lui ai dit, je suis officier de réserve, je n'ai pas dit de cavalerie parce que lui était fantastique. Et j'ai beaucoup d'allant, je ne suis pas du tout un rat de bibliothèque. Je pourrais aller à cheval à des endroits où d'autres n'iraient pas, je verrais beaucoup plus de choses. Alors, celui qui a voulu m'embarrasser, c'était le président Poincaré, parce que lui, c'était un homme sérieux, et il m'a dit, avant de savoir si je vais voter pour vous, je voudrais savoir quel est votre programme d'études dans ce voyage. Très vite, je lui ai dit, mais Monsieur le Président, je n'en ai pas. Si j'avais un programme d'études, ça prouverait que je sais ce que le tour du monde doit m'apprendre. Je crois avoir montré, justement en variant mes diplômes, que je m'intéressais aux questions politiques, aux questions économiques, aux questions sociales. Évidemment, je m'intéresserai plus particulièrement à ça, mais je ne veux pas de programme d'études. J'ai eu la chance d'être ça. Et j'ai fait le tour du monde pendant près de 2 ans, en 1927 et 1928. Quel a été votre itinéraire? États-Unis, Canada, Mexique, Honolulu, Japon, Corée, Mandchourie, Chine, Indochine, actuellement Vietnam, Laos, Siam, Malaisie britannique, Indonésie, Java, Sumatra, Bali, Inde, Pakistan, Ceylan, Éthiopie, Égypte, Palestine, Syrie, Turquie, Grèce. Alors, Albert Kahn, quand on le rencontrait dans le jardin, mais il a l'air d'un jardinier, toujours plus. Il avait un chapeau cabossé et il avait une allure absolument impossible. Et quand on lui parlait, il bredouillait, il avait des mots, sa pensée allait beaucoup plus vite que ses paroles. C'était vraiment très vague et en plus, il avait un accent alsacien, ou pour dire juif, que je l'ai toujours. Et vraiment, mais extraordinaire. Et on le comprenait? Bon, moi, j'ai arrivé à le comprendre quand même. J'ai eu des conversations intéressantes avec lui. Alors, attendez, de quel type les conversations? Un peu de tout. Il voulait un peu tâter en moi ce que pensaient les gens de ma génération. Il m'a envoyé chez Bergson. Il m'a demandé d'aller voir Bergson. Et j'ai eu un entretien avec Bergson qui m'a dit l'admiration qu'il avait pour lui, mais en souriant quand même un peu. On sentait qu'il voyait quand même qu'il avait des qualités immenses, mais que c'est un fou de génie. Car en fait, c'était un peu ça. C'était, selon vous, c'est un utopiste? Il ne faut pas dire que ce soit un utopiste, en ce sens qu'il a prédit des tas de choses. Enfin, il avait des vues planétaires. Et alors, ce qu'il pensait, c'était qu'il fallait le rapprochement des peuples, le prix du monde. Il l'a fait exactement dans ce but-là. Il l'a donné en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, et avant la guerre de 14, en Allemagne et en Russie. Quel était le but? De sélectionner chaque année, dans chaque pays, un homme qui pourrait avoir de l'influence dans son pays, et il estimait que faire du tour du monde faisait connaître à chacun les différents aspects. Donc il était aussi important qu'un Français ait connu l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Chine, qu'un Japonais ait connu l'Europe. Et c'est pour ça qu'il a fait le prix du tour du monde.
rappelle venant voir ma grand-mère à Paris-Plage, avec toujours la fameuse désinvitaire, et faisant promener tous les gosses dans la voisin autour de la digue. On était fiers de se promener dans la voisin décapotable avec un chaud. Enfin, ça, c'est pas ses personnalités. Je crois que sa personnalité, il était très réservé, que ce soit à l'égard de la famille qu'à l'égard de la... Pas parce que je crois qu'il avait peur de la famille. C'était un homme probablement sauvage et peut-être... moi, je dirais maintenant, mais c'est pas un souvenir d'enfance, hein, c'est même pas un jugement. C'était un homme qui était toujours dans des grandes idées de paix du monde. C'est pour ça peut-être qu'il était aussi très attaché à tout ce qui était hindou et orient, qui le passionnait. Il recevait ses ambassadeurs, et que Bergson a habité Boulogne aussi, vers la fin de sa vie. Une fois que je suis rentré de voyage, j'ai fait partie du cercle du tour du monde. Le cercle, Albert Kahn avait sa maison dans les jardins qu'on appelle les jardins d'Albert Kahn, et à côté, il y avait une autre maison qui était le cercle du tour du monde. Ce cercle du tour du monde, il le finançait entièrement. On pouvait y loger, moi j'y ai logé plusieurs fois pour... Et l'intérêt, c'était que tous les dimanches, il y avait un déjeuner, et toutes les personnalités les plus extraordinaires sont passées là, que ce soit Rabindranath Tagore, Kipling, Anatole France, Rodin, tous les hommes politiques. Même moi, j'y ai déjeuné avec le roi Manouan et d'Afghanistan, lequel Manouan m'a invité à venir le voir. Comme je tiens toujours mes promesses, en arrivant de l'Inde, j'ai été pour voir le roi Manouan, et à la frontière, on m'a dit on ne passe pas. Et pourquoi on ne passe pas? On ne passe pas, on ne peut pas. Mais, alors j'ai dit mais je suis l'invité du roi. On ne passe pas, il venait d'être détrôné 15 jours avant par le bandit Bacha Isakao. Et effectivement, il était parti en hâte en exil. Donc Albert Kahn, je le rencontrais au cours de mes visites du jardin, car le jardin d'Albert Kahn était réservé pour lui et pour ses invités et pour les membres du cercle de tout le monde. Alors là, on arrive près du palmarium et je me souviens d'une séquence où on le voit s'avancer avec ses hôtes, avec son chapeau d'abord, et puis avec ses hôtes japonais, et il passe, il s'arrête justement devant le palmarium. Oui, alors là vraiment c'est extrêmement rare les séquences que vous citez, puisque normalement on ne l'entreaperçoit pas, il faut vraiment faire l'arrêt sur l'image pour le voir. Mais en effet, nous sommes dans la partie du verger, du fruitier conduisant ensuite au jardin français, cette partie qui a été restaurée l'an dernier, en retrouvant toute la richesse des alternances, vous voyez, terre battue, banquette de gazon, allées gravillonnées, pour retrouver tout cet art du jardin. Alors l'an dernier, ce qui a été l'un des gros projets, ça a été parce que de la roseraie ne subsistait plus que cette allée centrale. Bon, cette allée centrale, très grande importance pour nous, parce que c'est là que nous voyons se promener les invités d'Albert Kahn. L'opérateur manifestement plantait sa caméra à un bout, et nous voyons entrer vraiment dans la caméra le cardinal Dubois, toutes les personnalités, la commission des poids et mesures, Chamberlain, sa famille, j'en passe. Et nous avons une photographie que je trouve particulièrement émouvante, celle-là, posant pratiquement à l'endroit où nous sommes, sous ses arceaux, le poète Rabindranath Tagore. C'est une manière encore plus forte de rencontrer Albert Kahn, toute la proximité avec ces documents. Et Tagore a été vraiment un des familiers du cercle autour du monde, de la propriété de Boulogne. Il a résidé avec sa famille plusieurs fois. Et je pense qu'il y a eu, entre l'œuvre d'Albert Kahn, le cercle autour du monde et Tagore, qui avait rencontré là aussi la poétesse Anna Noailles. Enfin, vous voyez, tout ce jardin a vécu
je trouve une vie intellectuelle, artistique passionnante du début du siècle. La Colette était là en 1921. Bon, Anatole France, Vincent d'Indy était quand même membre d'honneur de cette société. Manuel de Falla a joué ici avec ses élèves. Rodin, bien sûr, Rodin était un des amis, enfin, Albert Kahn en tout cas avait une énorme admiration pour l'œuvre de Rodin. Et on comprend cette admiration. Rodin, c'est un mouvement, une telle force de création qu'on comprend qu'Albert Kahn ait voulu non seulement connaître Rodin, mais aussi posséder des œuvres de Rodin. Il faut savoir quand même que la main de Dieu a été ici, dans la salle de projection qui est ouverte maintenant quotidiennement. On peut nous raconter que mon oncle Albert, qui aimait profondément la musique, faisait venir pour lui tout seul le concertologue. Oh, ça me paraissait pas quelque chose d'extraordinaire. Nous faisait bien. Quand il a aidé Rodin comme il l'a aidé, nous avons eu des choses de Rodin. Donc quand il a aidé Méheu, ça va. Lui, c'était le dessinateur, le peintre. Voilà. Mais ce qui le passionnait, certainement, c'était de faire rencontrer les gens. Et alors, je savais qu'il existait les réunions de la Cour de cassation. Et ça, moi, j'ai pas vu les gens. Mais je me rappelle que quand même, on va pas parler de ces réunions régulières qui avaient lieu. Je ne sais pas s'il existait ou pas, je ne sais pas ce qu'il en faisait après la guerre, ce qu'il en a fait après la guerre, puisque je me rappelle, mais c'est pas l'oncle Albert, mais c'est la voisine de l'oncle Albert décapotable. Je l'ai du reste en vue. Pas de photo d'Albert Kahn lui-même. Ah non, jamais, monsieur. Jamais. Il y avait une raison à ça. Là, vous savez qu'il avait perdu un frère qu'il aimait beaucoup, un frère qui avait 15 ou 16 ans. Et ils n'ont, à ce temps-là, on ne faisait pas tellement photographier, on regardait chez le photographe. Et il n'avait aucune photo de ce frère Salomon. Il avait dit qu'il ne se ferait jamais photographier parce qu'il n'avait pas photo de ce frère Salomon qu'il aimait beaucoup. France Culture, 1966, où il est déjà question d'Albert Kahn. Aujourd'hui, la synthèse d'une œuvre dont M. Selam-Voise, agrégé de l'université, fut le secrétaire général. Geneviève Dardel lui donne la parole. En ligne d'abord les archives de la planète où dorment ces voyages dont chacun a rêvé. Par la route, vers la Toulouse. Venise, Belgrade, Salonique. L'Égypte. Le roman de la momie au pays de Nasser. Mais aussi encore de l'exposition coloniale et l'encore du Cambodge où vous poursuit le roi lépreux. La vieille Chine. Pékin avec le tombeau des Ming. Le temple de Confucius et celui des lamas. 72 000 autochromes du monde. Les voyages dont vous rêvez sont synchronisés avec les conférences littéraires et artistiques de Madame Magnier de la Londe à la bibliothèque historique de la rue de Sévigné, dépendant des Beaux-Arts de l'avenue de Paris. Même les scientifiques pourront...
L'horloge nous gagne de vitesse, monsieur Selamvoise. La cassation risque d'en souffrir. Ce comité s'inspirait du principe de l'union sacrée, dont Albert Kahn fut avec Barrett. Le patron, l'ouvrier, prenait part à des séances privées et contradictoires sur des questions à l'ordre du jour et celles à l'ordre du lendemain. Vous les avez résumés en un raccourci saisissant. L'équilibre par l'opposition. Je terminerai par un message aux apprentis sorciers de notre monde moderne. Une mise en garde, une parole des pères de la synagogue. Les sciences ne sont que la périphérie de la sagesse. L'arbre de vie est au milieu du jardin dont le symbole est le sélam, autre forme du mot hébreu, shalom, la paix. Ajoutons qu'au mois de mars, une place dans le 18e arrondissement sera inaugurée à la mémoire du grand philanthrope et que le gouvernement japonais remettra à la ville de Paris une pagode qui ajoutera à l'harmonie des jardins de Boulogne-sur-Seine. Lors de son voyage autour du monde, Albert Kahn est parti avec Alfred Dutert, son chauffeur, auquel il avait demandé de s'initier de façon extrêmement rapide, d'ailleurs quelques jours, quelques mois, disons quand même avant son voyage, à la photographie et la cinématographie. Et Alfred Dutert a vraiment manifesté quand même un certain talent, puisque nous avons, grâce à lui, quand même des documents très très importants sur la Chine en 1909 et le Japon en 1908-1909. Donc là, c'est en quelque sorte le prologue aux archives de la planète. Oui, des images exceptionnelles de la Chine des Mandchous. Absolument, bon, et puis nous avons là aussi des scènes quotidiennes, des scènes de transport de l'eau. Autour d'un puits, on voit comment l'eau était distribuée à Pékin en 1909. Nous avons des scènes de temples au moment du début de l'année chinoise. Nous avons là aussi, comme partout dans les archives de la planète, l'homme au travail, dans la rue, dans sa maison, partout. Comment vous expliquez l'attirance très forte d'Albert Kahn pour le Japon? Manifestement, il a été saisi émotionnellement, intellectuellement, par la philosophie japonaise, par l'art de vivre des Japonais. Et alors là, nous avons eu une chance, c'est que nous avons retrouvé, juste 2 mois avant l'ouverture de notre exposition qui s'intitulait Albert Kahn et le Japon, influence, une interview qu'Albert Kahn avait, et ça c'est exceptionnel, accès. En 1938, il avait 78 ans, à la revue France Japon. Et dans cette interview, il disait à quel point vivre parmi la présence japonaise était pour lui essentiel, et c'est pour cela qu'il avait fait mettre en place ici un jardin japonais de cette importance, vivre parmi les fleurs, parmi tout ce qui peut rappeler le Japon est pour moi essentiel, et simplement c'est lui-même qui le dit, mais autrement nous n'avons pas d'autres informations. Malheureusement, Albert Kahn n'écrivait pas. Et il ne parlait pas de lui-même, et on le sent très très fort comment il vit sa propriété. Vous évoquiez tout à l'heure lorsqu'il conduit dans son jardin des visiteurs, c'est extrêmement rare. Lui, ce qui était important, c'était que les autres se rencontrent. Pour lui, il n'était pas important qu'il puisse rencontrer des personnes importantes. Il ne paraissait pas. Il ne paraissait pas. Paraître ne l'intéressait pas. Rencontrer lui-même les grands de ce monde ne l'intéressait pas, sauf s'il pensait qu'il allait pouvoir, lui, les convaincre d'agir dans le sens de cette orientation nouvelle de la société. Alors là,
En revanche, il peut être, et ça c'est le témoignage de Mme Barès, que je cite, qui dit que, et on sent peut-être chez Mme Barès un peu de lassitude en disant que Albert Kahn est sans arrêt chez eux, qu'il essaye de convaincre Barès à l'époque d'aller voir, de se déplacer sur les tranchées pour voir vraiment la vie quotidienne dans les tranchées. Et là, on sent que Albert Kahn pouvait être très volubile, pressant, tenace. Il voulait absolument que son interlocuteur puisse se rendre compte lui-même des réalités. Et ça, c'est aussi très important. Regardez, lorsqu'il parle, lorsqu'il donne ses consignes aux boursiers, eh bien, il dit à un moment, ça s'est retranscrit par les boursiers, surtout lorsque vous êtes en pays étranger, ne demandez jamais l'aide des services des ambassades. Vous vous débrouillez tout seul, vous ne prenez pas les relais officiels. Surtout, vous rencontrez les gens eux-mêmes. Aujourd'hui collaborateur de Farman, pionnier de l'aviation, et qui fut le secrétaire particulier d'Albert Kahn de 1913 à 1933, apporte aujourd'hui quelques souvenirs sur les activités de son patron à la demande de Geneviève Dardel. Albert Kahn était un patron hors cadre. Je puis dire que c'était un véritable bourreau de travail qui nous insufflait son dynamisme. Depuis 5 heures du matin, il dépouillait tous les journaux français, cochait les articles, soulignait l'événement du jour, que nous discutions ensemble dans la pièce contiguë à sa chambre où il nous réunissait à 7h moins un quart. Une table ronde, monsieur Ducellier. Une table ronde, oui, une table ronde quotidienne, sans protocole, ni poignée de main, ni bonjour, ni bonsoir. Il entrait dans le vif du sujet en brandissant son crayon rouge, et l'événement du jour était présenté objectivement, sous forme d'extraits de presse, intégrés dans leur contexte politique, philosophique ou religieux, pendant cet extrait. Combien de journalistes travaillaient à plein temps pour Albert Kahn? Une quinzaine environ, professeurs agrégés pour la plupart, mais polyglottes obligatoirement. Pourquoi obligatoirement? Pour la traduction aux hebdomadaires, la vie politique, les possibilités, les faits sociaux, l'orientation nouvelle, et surtout pour notre revue mensuelle, la vie planétaire. Au sens propre ou au figuré? Au sens propre du mot, toute la presse mondiale figurait chaque fois sur nos registres, soigneusement reliée, classée par titre, simplifiant au maximum le travail des chercheurs. Un catalogue matière, comme à la nationale. Albert Kahn et nous-mêmes n'avions pas une telle ambition, mais c'est ainsi que nous concevions l'information. Notre imprimerie située à Boulogne même tournait jour et nuit. Vous soumettiez les épreuves à votre patron. Certes, la vérité m'oblige à dire qu'il les remaniait souvent, qu'il les voulait parfaites, pour en faire le service à toutes les personnalités du monde politique, artistique, religieux. En bref, à toute la classe dirigeante, dans les domaines les plus variés qui existent un sens planétaire de l'harmonie pour le bonheur universel. Alain Petit évoque sa première rencontre avec le mécène. Nous sommes en 1927. Alors là-dessus, j'ai dit, mais moi je voudrais aller remercier Albert Kahn. On dit, oh, absolument pas question, il ne veut pas voir quiconque, lui. Bon, j'ai dit, c'est pas admissible. Et j'ai demandé à voir Albert Kahn, et c'est comme ça que j'ai commencé à le connaître. Après, au cours de mes voyages, alors que je n'étais pas tenu du tout à faire le moindre rapport, je lui ai écrit dans différentes circonstances pour lui raconter mes impressions sur les différents pays. Je crois que ça l'a intéressé. Et à mon retour, il m'a demandé d'être son collaborateur pour La Planète. Et il avait une dizaine de journaux à peu près qu'il dirigeait. Il convoquait ses collaborateurs à 5 heures du matin. Et lui ne partait la voir que vers 15 heures. Et alors, les journaux, c'était la journée planétaire, il a inventé le flash, juste des titres. 10 jours après, les réalités, les événements, en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon,
et systématisé par les conservateurs, par les travaillistes, par les libéraux, et en France également. C'est une très bonne idée. Il y avait des faits économiques, des faits sociaux. Moi, je me suis levé à 5 heures du matin, mais je considérais qu'il était extrêmement intelligent, mais il était dans un autre monde. Hein. Il ne touchait pas à la réalité du tout. Alors j'ai dit non. Il planait, comme on dit. Il planait. Il me fascinait tout en... Moi, je considérais qu'il était presque paranoïaque. J'en vais jusque-là, et un espèce de fou, mais un fou passionnant, pétillant d'intelligence. Ces journaux, bon, l'idée, c'est pas fantastique, mais c'était le journal gratuit, et le journal gratuit, malheureusement, il envoyait aux gens les plus éminents qui n'avaient pas le temps de le lire, et qui ne le disaient pas. Alors c'était un peu un truc de perdu. Il y avait également les conférences à la Cour de cassation. Tous les 15 jours, il y avait une conférence à la Cour de cassation qui réunissait ce qui considérait comme une élite, c'est-à-dire quelques hommes de gouvernement, quelques députés, mais surtout des gens Jean Robertson, des gens comme Michelin, comme Citroën, enfin, tous ceux qui pouvaient donner là un compte rendu qui avait duré quelquefois 1 an, 2 ans. Alors, sur les sujets les plus variés, sur le fascisme, sur le nazisme, sur la traite des Blanches, sur le tunnel sous la Manche, il s'occupait vraiment de tout. Il a fait une fondation, il a fait le président Poincaré, il est arrivé à les convaincre, et lui a refusé toujours tout honneur. C'était 35 ans, il a refusé. Et alors lui, qui avait donc des possibilités de richesse extraordinaire, vivait comme un anachorète. Il ne prenait pas de viande, il prenait... Mais à côté de ça, il avait sa loge à l'opéra, il avait sa loge dans les principaux concerts, et également, il faisait venir chez lui le concert Lamoureux ou le concert Colonne. Et alors il invitait quelques rares personnes à écouter la musique avec lui. Il aimait beaucoup la musique. Et les femmes? Les femmes? C'était à ma connaissance, absolument pas. Il n'a jamais eu de femme. Et à mon avis, rien. Je crois. Et alors, c'était vraiment son idée. Était une idée planétaire. Alors c'est pour ça que je considère qu'il est l'ancêtre de la socialisation. Il y avait cette obsession chez lui d'un monde qui va disparaître et qui voulait se saisir avant qu'il ne disparaisse. C'est bien cela? Oui, à chaque fois que les opérateurs d'Albert Kahn sont en mission, en effet, ils prennent les coutumes anciennes, ils prennent tous les aspects religieux et ils ne prennent pas ce que quelquefois certains spécialistes actuels ne comprennent pas toujours, c'est vrai, ils ne prennent pas le scoop. Albert Kahn pensait qu'il était beaucoup plus important au moment même où, par exemple, au Tonkin, en 1915, c'est vrai que le Tonkin, et surtout le pouvoir des lettrés, est en pleine lutte avec le pouvoir colonial français. Rien ne transparaît de ce conflit. En revanche,
on voit vraiment le travail. On peut comprendre comment les villages étaient organisés. On voit la place des notables, on voit toute la hiérarchie grâce au cliché pris par Léon Buzy, qui était en poste au Tonkin et qui a voulu travailler pour les archives de la planète d'Albert Kahn. Et ça, nous le trouvons dans tous les domaines. Il y avait quand même, il faut le préciser, une sorte de grille qui avait été conçue par Jean Brune pour aider ces opérateurs. Parce que les opérateurs photographes d'Albert Kahn, nous ne connaissons pas en général leur formation. Qui étaient-ils vraiment ? Bon, en tout cas, des opérateurs de talent, ça c'est évident, parce que leurs documents sont en même temps très informatifs, mais aussi très beaux à regarder aujourd'hui. Et Jean Brune avait décrit une grille où on voyait bien que les opérateurs devaient prendre tout ce qui était l'organisation presque ethnographique des secteurs dans lesquels ils se rendaient. Donc ça comprenait l'aspect du paysage, l'aspect du bâti, la progression dans ce paysage. Donc les opérateurs avaient pour mission d'abord de prendre toujours des plans généraux, puis de resserrer sur la ville, puis ou sur le village, puis ensuite d'entrer dans une rue, puis ensuite d'arriver jusqu'au détail humain, même du costume, de la manière de porter sur son épaule une jarre, de la manière d'aller puiser l'eau. Tous ces travaux sont vraiment pris avec beaucoup de soucis. De réalité. Ça. La réalité aussi, c'est bien sûr ce que voulaient prendre les opérateurs d'Albert Kahn. Quand vous dites opérateurs, Jeanne Beausoleil, sont à la fois des photographes et des cinéastes. Les deux, parce que, alors là aussi, c'est une intuition fabuleuse de la part d'Albert Kahn, c'est d'avoir compris tout de suite que l'image fixe n'était pas suffisante pour retranscrire la réalité. Mais en même temps, du fait de la mise au point par les frères Lumière de l'autochrome, donc le fait d'avoir des photographies en couleur, on avait une réalité rendue dans son maximum, mais figée, parce que malheureusement l'autochrome demandait un temps de pause tel que vous ne pouviez pas avoir l'homme en mouvement. Donc Albert Kahn tout de suite a vu certainement cette faille et il a fait prendre en même temps par des cinématographes. Lorsque nous retrouvons l'échange de correspondance entre Stéphane Passet, par exemple, et Jean Brune et Albert Kahn, c'est passionnant. Stéphane Passet, qui est en Inde et qui décrit de façon extrêmement vivante comment, pour rapporter des documents extrêmement précis sur les cérémonies de crémation, eh bien, il a essayé de se mettre au premier rang et il dit, ça je le cite, et je vous assure que ce n'est pas drôle, j'entends des os craquer, des crânes éclatés, je vois gicler des choses pas propres, et je vous assure qu'il faut vraiment que j'ai envie de rapporter des choses passionnantes et intéressantes et véridiques pour les archives de la planète, pour me lancer dans ce sport. Donc vous voyez là, bon, et puis c'est aussi Stéphane Passet qui, nous pensons qu'Albert Kahn et Jean Brune lui aient demandé, alors qu'il est en 1912 à Pékin, essaie pour se dire, mais que se passe-t-il là-bas? Bon, la première fois, il n'y arrive pas, parce que bien sûr les autorités l'en empêcheront. Mais l'année d'après, Albert Kahn et Jean Brune ont dû être tellement passionnés par déjà cette pénétration un peu dans ce qui était alors la Mongolie intérieure, que cette fois, Stéphane Passet atteindra Urga, mais en passant par le nord. Donc vous voyez, en plus, il y a toutes les difficultés rencontrées par les opérateurs, tout simplement avec les autorités en place, avec les pouvoirs quelquefois coloniaux en place, qui ne comprennent pas très bien ce que viennent faire. En général, ils sont jeunes, mais porteurs de nombreuses malles très lourdes qu'il faut transporter avec énormément de précautions. Parce que, ne l'oublions pas, l'opérateur d'Albert Kahn, lorsqu'il est en Afghanistan, ou lorsqu'il est en Mongolie, ou lorsqu'il est en Chine, ou au Maroc, ou même en France, eh bien, doit toujours avoir avec lui des
milliers de plaques de verre pour prendre ces documents, puisque l'autochrome, ne l'oublions pas, ce sont des plaques de verre donc extrêmement fragiles, qu'il doit développer en partie sur place. Et là, nous avons aussi des extraits de correspondance qui nous montrent que les opérateurs, lorsqu'ils étaient dans les pays étrangers, développaient immédiatement quelques documents pour les envoyer ici, pour être certains que c'était bien le regard voulu et par Albert Kahn et par Jean Brune. Les archives de la planète couvrent essentiellement le Vieux Monde et l'Empire colonial. La France, bien sûr, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et dans une moindre mesure l'Afrique. Le Nouveau Monde, à l'exception du Canada, est ignoré. La crise de 1929 freinera cette gigantesque entreprise. Un des derniers tournages montre l'exposition coloniale en 1931 comme une caricature de l'œuvre menée par Albert Kahn et Jean Brune depuis plus de 20 ans. Là s'arrête l'aventure. Albert Kahn, donc, était spécialisé, donc ne prenait pas de risque. Et puis jusqu'au jour où, ayant justement énormément d'argent, il s'est mis à vouloir être banque d'affaires. D'abord, il avait un grand principe, c'est que pour s'enrichir, il fallait s'endetter. Qu'un homme intelligent, quel que soit le taux qu'on pouvait lui demander, devait rapporter beaucoup plus. Alors il a toujours emprunté, mais il n'empruntait qu'au Rothschild, à la Banque de Paris des Pays-Bas, à la Banque de l'Union parisienne, au Schnell, et on lui donnait ce qu'il voulait. Et là-dessus, il s'est pris d'un intérêt fou pour l'Afrique, pour les mines qu'on avait découvertes en Afrique, qui, d'après lui, devait être l'équivalent du Katonga. Alors, c'est très gentil, c'était plus que probable qu'il avait raison. Mais comme il ne voulait pas partager, il fallait commencer par mettre un doigt, une main, le bras, parce qu'il fallait construire des routes, il fallait construire des chemins de fer. Ça ne lui faisait pas peur, parce que le 29 est arrivé, et il s'est trouvé, comme il m'a dit, gelé. C'est-à-dire qu'il n'est plus de liquidité. Il ne s'attendait pas à ce que quiconque lui demande de rembourser étant donné son crédit. Or, la crise a été telle qu'un de ses créanciers est venu lui demander de rembourser. Il n'a pas pu, et ça a été comme une très pour tout le monde. Et il s'est trouvé ruiné, mais presque du jour au lendemain, en 29. Et alors, quand il s'est trouvé ruiné, c'est à ce moment-là que j'ai dit, moi j'ai une dette de reconnaissance vis-à-vis de lui, et je lui ai dit, permettez-moi de faire faire par la société fiduciaire dont j'étais un des directeurs, une étude sur votre situation et qu'on puisse voir ce qu'on peut faire pour vous. Il en était réduit, vous savez, à n'avoir plus que sa chambre, son lit, une table et plus rien. À un moment donné, je savais même qu'il avait du mal à se lever. Et je lui ai dit, mais écoutez, moi, je suis prêt à vous avancer de l'argent. Alors il m'a dit, je veux bien, mais alors je vous donne en garantie une tapisserie chinoise. Et cette tapisserie chinoise valait une fortune que j'ai ramenée chez moi. Assez rapidement, je me suis dépêché de la lui rendre une fois qu'il a eu un peu d'argent. C'était scandaleux que je garde quelque chose de cette valeur-là. Et alors, malheureusement, parce que j'aurais continué à m'occuper de lui, la guerre est arrivée, moi j'ai été mobilisé avant même la mobilisation, puisque comme officier de réserve, je suis première réserve. Et il est mort pendant que j'étais au front, et je ne l'ai plus revu après. En novembre 40. Exactement.
entendu, c'était un peu un visionnaire. Je peux vous raconter une anecdote qui s'est passée en octobre 40. Les Allemands sont arrivés et mon père était dans sa maison. Elle n'était pas vide, hein. Il y avait juste les 2 pièces du bas, mais la preuve c'est qu'il y a eu une vente après tout ce qui restait dans la maison. Et donc Albert a reçu les Allemands qui lui ont dit bon, on va voir. Il a dit écoutez, je suis très content de vous rencontrer parce que je veux faire rencontrer ici Hitler, Churchill et De Gaulle, parce qu'on commençait déjà à parler de Gaulle. Les Allemands sont partis. Ils se sont soufflés. Il est mort 15 jours après. Je dirais heureusement. Mais c'est vous dire que cette idée visionnaire ne l'avait pas quitté. d'Albert Kahn, second volet, des bourses, avec Jeanne Beausoleil, Marcel Fribourg, petite nièce d'Albert Kahn, Alain Petit et des archives de l'INA. Un lieu rassemble l'œuvre d'Albert Kahn. C'est l'espace dirigé par Jeanne Beausoleil à Boulogne-Billancourt, sous la tutelle du département des Hauts-de-Seine. Des jardins français, anglais, japonais, une forêt vosgienne, des salles d'exposition et de projection qui permettent de découvrir ces archives de la planète constituées entre 1909 et 1931 sous forme de films et d'autochromes aujourd'hui visibles sur vidéodisque. Les archives de la planète, première agence d'images avant la lettre, une mine pour les chercheurs, les voyageurs, les curieux, les rêveurs. Profil perdu d'Albert Kahn, groupe de réalisation, Maurice Biard, Dominique Dindino, Claude Dulot, Anne Kobilac, Didier Sud.